RFI et France 24 présentent Mardi politique. Bonsoir, c'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons Manuel Bompard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député de la France Insoumise et coordinateur du parti et bien sûr parti de la NUP aussi à l'Assemblée nationale. Alors, dignité de la rue, mais spectacle lamentable à l'Assemblée nationale. C'est en tout cas le parallèle que fait le leader de la CFDT, Laurent Berger, après les comportements violents contre le ministre du Travail, Olivier Dussopt. N'êtes-vous pas en train de saboter votre crédibilité ? Non, je ne crois pas. Dignité de la rue, c'est vrai, et c'est le plus important, il faut le souligner. Les mobilisations qui ont eu lieu ces dernières semaines sont extrêmement puissantes, massives, elles se déroulent dans des bonnes conditions, et c'est très bien. Et pour le reste, il y a un débat à l'Assemblée nationale qui est ouvert depuis maintenant une dizaine de jours, qui se fait parfois, c'est vrai, de manière un peu... Vous employez le mot débat, vous pensez que c'est un oui, débat? Oui, bien sûr. Avec tous les amendements que vous mais proposez, vous savez, qui empêchent justement... Mais vous savez, toute personne qui suivra ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale verra qu'au-delà des quelques polémiques qu'il peut y avoir de temps en temps, c'est effectivement un débat auquel on assiste. On a débattu par exemple de ce fameux index senior qui sert à peu près à rien puisque c'est une disposition qui n'est pas contraignante, qui est censée favoriser l'employabilité des seniors. On va débattre sans doute dans les prochains jours des financements, de comment on pourrait financer dans l'hypothèse où il y aurait une difficulté de financement du système de retraite. Donc oui, bien sûr, c'est un débat. Après, il arrive que le ton monte. On n'entend pas vos propositions. Nos propositions, écoutez, j'espère que vous allez bien écouter dans les prochains jours, puisqu'on va examiner des amendements, par exemple, pour introduire une taxation sur les super profits, pour aider au financement de notre système de retraite, pour établir l'impôt de solidarité sur la fortune, pour revenir sur la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée, qui est une décision du gouvernement Macron. Bref, on va débattre de nos propositions, et puis on va aussi débattre des mensonges, quand même, c'est important de le dire, du gouvernement, mais peut-être qu'on y reviendra. Mais sur la retraite pension à 1 200 euros, par exemple, mais bon, on y reviendra. Alors, les esprits s'échauffent beaucoup à l'Assemblée nationale. Dernier épisode en date, c'était hier, donc avec un député de la France Insoumise, Aurélien Saint-Toul, qui a dit, tout le monde l'a entendu, au ministre du Travail, Olivier Dussopt, vous êtes un imposteur et vous êtes un assassin. Il s'est excusé, presque aussitôt, et il a expliqué que ces mots avaient dépassé sa pensée. Est-ce que c'est une explication véritablement suffisante? Est-ce que lorsqu'on est député et qu'on intervient à l'Assemblée nationale, on ne prépare pas son intervention et on ne pèse pas ses mots, ou au moins on est censé le faire? J'ai bien compris que de toute façon, des excuses ne vous paraîtront jamais suffisantes. Mais... En l'occurrence, ce n'est pas à moi qui peux s'excuser. Mais de manière générale... Il l'a fait auprès du ministre qui d'ailleurs les a refusés. Exactement, mais j'observe que, vous savez, il y avait une interview très intéressante ce matin dans le journal Libération de Jean-Louis Debré, qui n'est pas de ma famille politique, qui est l'ancien président de l'Assemblée nationale, et qui disait il faut arrêter ce cirque, ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale n'est pas plus ou moins violent que ce qui s'est toujours passé à l'Assemblée nationale. Donc quand quelqu'un, dans une intervention, se laisse un peu emporter par la vigueur du débat et a un mot qui est un mot manifestement mal choisi, c'est une bonne chose qu'il s'excuse et il n'y a pas besoin, je crois, d'aller continuer à lui faire un procès. Donc il a fait une erreur sur la forme. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale, il y a une forme de pudibonderie aujourd'hui, on est devenu un peu chatouilleux et on ne supporte plus que les discours s'enflamment un peu? J'ai un peu le sentiment, oui, et c'est encore une fois pas seulement moi qui le dis, puisque M. Debré, donc on ne peut pas dire qu'il soit... un insoumis, proche de LFI, non, on peut pas le dire. Dit lui-même, l'Assemblée nationale, on n'est pas là pour boire le thé ensemble. Je crois que c'est l'expression qu'il a eu ce matin dans son interview. Donc, je pense qu'il ne faut pas se formaliser sur cette question-là. Il faut essayer d'aller sur le contenu des débats. Monsieur Saint-Toul a utilisé un terme qui était manifestement pas approprié et il l'a reconnu lui-même. Mais il l'a fait dans une intervention où, une fois qu'on enlève ce terme, il y avait quelque chose d'important et d'intéressant. Il disait que la politique du gouvernement, notamment la suppression des CHSCT, était responsable de l'augmentation des accidents du travail en France. Et c'est vrai, les chiffres le démontrent.
Donc vous voyez, il ne faudrait pas que, parce que la forme a été mal choisie, ça occulte l'argument sur le fond qui lui était exact. La sanction qui lui a été infligée, donc la perte d'un quart de son indemnité parlementaire, elle vous paraît juste? En tout cas, c'est le président de séance à ce moment-là qui a pris cette sanction. Il a dit un mot qu'il n'aurait pas dû dire. Il a été sanctionné, pourquoi pas. Enfin, moi, je n'ai pas à commenter, si vous voulez, en particulier cette sanction. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'Assemblée nationale que ce type de propos sont tenus. Et ils n'ont pas toujours été sanctionnés. Oui, et d'ailleurs, quand vous dites que ça s'est passé et que dans le fond, c'est du déjà vu. Mais rappelez-vous, pendant le débat sur l'avortement avec Simone Veil, qui avait été insultée par le courant conservateur, donc la droite, ça a marqué les esprits. Et c'était épouvantable, la façon dont elle avait été accusée, des menaces de mort. C'est vrai, bien sûr. Voilà. Donc, à l'époque, ça a marqué l'histoire. J'avais pas entendu les excuses. Donc là, je pense qu'il faut comprendre qu'une personne qui, dans une intervention, peut avoir un mot de trop, c'est à son honneur de le retirer. Et je pense que ça ne mérite pas, si vous voulez, que ça occulte le débat sur le fond, qui est le plus important, le débat sur le contenu de cette réforme des retraites, parce que sur ce sujet, on a beaucoup de choses à dire. Mais justement, j'ai envie de vous dire, mais pourquoi vous mettez tous ces amendements? Bon, vous en avez retiré déjà 1000, mais si vous voulez un débat, pourquoi vous ne voulez pas aller jusqu'à le fameux article 7 sur l'âge de départ légal de 60 ans? Vous mélangez deux choses. On ne peut pas mettre sur le même plan... Mais non, mais vous dites on veut débattre. Oui, mais je vais répondre à votre question, mais on ne peut pas mettre sur le même plan ce qui s'est passé hier et sur lequel j'ai dit mon point de vue, et le fait que nous déposions des amendements. Le fait que nous déposions des amendements, d'abord, je veux rappeler que c'est un droit constitutionnel. Chaque député a le pouvoir, la possibilité de déposer des amendements. Nous le faisons parce que nous considérons qu'il y a un certain nombre de choses à dire sur ce texte de loi. Maintenant, si vous me dites, à cause de vos amendements, on ne va pas pouvoir aller au bout de l'examen de ce texte, je vous dis non, ce n'est pas à cause de nos amendements que nous n'allons pas pouvoir aller au bout de l'examen de ce texte. Nous n'irons pas au bout de l'examen de ce texte parce que le gouvernement a choisi une méthode de discussion à l'Assemblée nationale, qui est un projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificatif, qui lui permet de limiter à 10 jours le temps de débat dans l'hémicycle. Il n'a aucune obligation à utiliser ce véhicule législatif. Il a tout à fait la possibilité, encore aujourd'hui, de dire vendredi, finalement on a besoin de plus de temps pour pouvoir débattre de ce sujet des retraites, et donc on va ouvrir les travaux la semaine prochaine, la semaine d'après. Pourquoi ne pourrait-il pas le faire? La première loi sur les retraites en France, lorsqu'elle a été adoptée, nous avons débattu à l'Assemblée nationale à l'époque, je n'y étais pas, pendant 5 mois. On peut quand même considérer que voler 2 ans de vie à la retraite des Françaises et Français, ça mérite davantage que 10 jours de débat à l'Assemblée nationale. Mais dans le cadre qui est celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire un temps de débat en effet contraint, est-ce que vous souhaitez que l'article 7, donc rappelons-le, qui est celui qui porte l'âge de départ à la retraite de 62 à 64, est-ce que vous souhaitez que cet article ait le temps d'être examiné, ou est-ce que vous préférez qu'il ne le soit pas? Non, mais moi je vous réponds, en fait je vous ai déjà répondu, je n'accepte pas le cadre. Je n'accepte pas le fait que... Vous ne l'acceptez pas, mais vous n'avez pas le choix. Vous êtes dedans. D'accord, mais vous êtes dans le cadre. Très bien, mais moi je demande... Vous le déplorez, mais vous êtes contraint de l'accepter. Non, pas du tout. Je ne suis pas contraint de l'accepter. D'ailleurs, vous êtes à l'intérieur de ce cadre. D'accord, mais je ne l'accepte pas et je vous dis, je redis ce que je viens de dire à l'instant, je vous le redis, que moi, je dis que le gouvernement a tout à fait la possibilité encore aujourd'hui de prolonger les temps de travail. Et ce n'est pas à nous de rentrer dans le cadre qu'il a choisi et qui veut nous imposer. Donc en ce qui nous concerne, on a déposé des amendements. Ces amendements sur les articles qui viennent vont notamment être des amendements sur quelles sont nos propositions de financement de notre système de retraite. Ce sont des amendements importants et il n'y a pas de raison, si vous voulez, qu'on ne les examine pas. Je vais même vous dire précisément quelque chose. Si on est en capacité de faire adopter un certain nombre de ces amendements, l'article 7 n'a plus raison d'exister, puisque le gouvernement dit on n'arrive pas à financer, donc il faut reporter l'âge de départ à la retraite. Moi je vous dis que si on arrive à financer, et les amendements que nous avons déposés, c'est pour cela, alors il n'y a pas besoin de reporter l'âge de départ à la retraite. On voit bien qu'à l'Assemblée nationale, vos camarades de la gauche ne sont pas tout à fait d'accord avec votre stratégie. Les socialistes, les communistes et les écologistes. Olivier Faure du PS regrette des attitudes qui desservent la cause pour laquelle des millions de Français se battent. Et Fabien Roussel dit c'est pas ma conception de la politique. Est-ce qu'il y a péril à la NUP? Non, mais vous savez, depuis que la NUP a été constituée, c'est au mois de juin de l'année dernière,
À peu près toutes les semaines, on nous dit que la NUP va exploser. Ça va bien arriver un jour, non? Peut-être que vous le souhaitez, moi non personnellement. Et donc, je pense qu'il ne faut pas en rester à ces quelques commentaires médiatiques. Si monsieur, il y a quand même eu un gros coup de colère. Si monsieur Faure, mais je vais vous dire quelque chose. Du député Chassaigne. Oui, mais si monsieur Faure s'est senti humilié par les propos. C'est le terme qu'il a employé. D'accord, mais je vous ai dit précisément que monsieur Saint-Toul s'est excusé. C'est-à-dire que personne ne partageait ses propos, puisqu'il s'est excusé. Donc à partir de ce moment-là, que les autres représentants de la NUPES l'aient indiqué, ils ont le droit de le faire. Dans une culture et dans un raisonnement selon lequel les excuses annulent tout? Non, elles n'annulent pas tout. Mais je pense que le fait que... on puisse dire un mot de trop, ou alors on peut, si vous voulez, je peux vous rétorquer, est-ce que vous êtes dans une culture dans laquelle, parce qu'on a dit un mot de trop à l'Assemblée nationale, on doit être banni à vie de l'Assemblée nationale? Je pense que vous n'allez pas me répondre oui à cette question. Donc écoutez, je pense que c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de savoir si la NUPES mène de concert la bataille pour empêcher l'adoption de ce texte de loi et le report de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Vous n'avez pas de doute là-dessus? Et la réponse à cette question, c'est oui. Et ça, c'est le principal. Après, qu'il y ait des styles différents, qu'il y ait des attitudes différentes, qu'il y ait parfois même des stratégies d'amendement différentes, pourquoi pas? La question, c'est est-ce qu'on a un même objectif? Et la réponse, elle est oui sur ce sujet de manière très claire. Alors, on va rentrer dans le sujet que vous évoquiez tout à l'heure, c'est la fameuse retraite à 1 200 € vendue par le gouvernement comme une compensation au report de l'âge légal, qui est le point de crispation. En fait, quand on regarde les choses de près, il faudra avoir validé tous les trimestres requis à temps plein avec une rémunération au SMIC. Il y a tromperie sur la marchandise? Il y a totalement tromperie sur la marchandise. C'est une entourloupe totale. Et les ministres se sont succédés sur les plateaux de télévision, dans les médias, pour enchaîner des mensonges. Et aujourd'hui encore, puisque aujourd'hui à l'Assemblée nationale, nous avons posé à plusieurs reprises la question au ministre du SOP, une question très simple. Il nous présente un budgétage, un financement de son projet. Donc il est capable de dire combien son projet coûte et combien il rapporte. Donc, il dispose des chiffres sur ces revalorisations. Donc, il est certain, il est évident qu'il dispose du chiffre sur le nombre de personnes qui vont effectivement toucher cette retraite à 1 200 €. Il y a un chiffre caché que le gouvernement ne veut pas donner. Pourquoi le gouvernement ne veut pas donner ce chiffre caché? C'est quand même une bonne question. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce chiffre est insignifiant et il est ridicule. Il y a une étude qui a été faite. Vous le connaissez, ce chiffre? Je ne le connais pas, mais j'ai quelques indications qui me permettent d'en estimer l'ordre de grandeur. Il y a eu une étude de la DARES, ça dépend du ministère du Travail, qui a suivi le parcours professionnel de 2,5 millions de personnes pendant 21 ans. Les personnes qui remplissent les conditions que vous avez évoquées étaient au nombre de 48 sur 2,5 millions de personnes. Ça, c'est une étude de la DARES. Peut-être que ces 2,5 millions de personnes ne sont pas représentatives de l'ensemble de la population. Peut-être. Donc je pose à nouveau, comme je l'ai fait à l'Assemblée nationale, la question au ministre du SOP. Combien de personnes sont concernées par la retraite à 1 200 €? Je pense que puisqu'on parle de dignité du débat démocratique, d'honnêteté, de bonne tenue du débat, la moindre des choses dans la bonne tenue du débat, c'est de faire la transparence sur les chiffres cachés. Justement, Marine Le Pen surfe sur les comportements de LFI et s'habille de vertu en disant qu'on peut s'attaquer aux idées, mais pas aux gens. Beaucoup estiment que vous faites le lit du Rassemblement national pour 2027. Une tartufferie totale. C'est ce que dit le CGT. Peut-être que vous ne savez pas qu'il y a quelques mois à l'Assemblée nationale, un député du Rassemblement national a insulté le ministre Le Maire de lâche à l'époque. Ça n'a pas dérangé Madame Le Pen. Donc vous voyez les indignations à géométrie variable. Certes, mais certes, on n'est pas dans le même registre. Certes, mais je crois que la citation que vous venez de faire, Madame Le Pen, c'est qu'il ne faut pas s'attaquer aux personnes. Il me semble que lâche est aussi une attaque à une personne. Vous en êtes d'accord? Donc à partir de ce moment-là, vous voyez les indignations à géométrie variable me paraissent pas très crédibles. C'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est que Madame Le Pen et le Rassemblement national ont démontré dans cette séquence qu'ils sont une opposition en carton. Une opposition de pacotille, qui ne sont pas capables de mener la bataille pour faire en sorte que ce texte ne voit pas le jour à l'Assemblée nationale. Et ça, je pense que les gens qui nous écoutent, ils seront sensibles. Quel rôle joue Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui dans la stratégie qui est la vôtre dans cette bataille contre la réforme des retraites? Est-ce qu'il est favorable à cette espèce d'embrasement que vous provoquez? Alors bon, moi je ne suis pas ici le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Vous le connaissez bien. Bien sûr. Vous discutez avec lui. Bien évidemment.
Et je crois, pour l'avoir entendu notamment la semaine dernière sur une émission de télévision, que Jean-Luc Mélenchon, comme l'ensemble des députés insoumis, sont favorables à ce que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher l'adoption de cette réforme. Et c'est cette stratégie que nous essayons de mettre en place à l'Assemblée nationale. On a souvent entendu Jean-Luc Mélenchon faire référence à la Révolution française. Est-ce que 1789 reste un modèle pour vous? Alors, il y a eu beaucoup de périodes, hein, mais en 1789. Mais qu'est-ce que ça veut dire un modèle? Bien évidemment, nous ne sommes pas dans le même cas de figure qu'en 1789. Mais est-ce que nous avons honte de 1789? Clairement non. C'est ancré, c'est au cœur de l'histoire républicaine de notre pays. Mais le projet politique qui est le nôtre, qui a été porté à 3 reprises par Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, que nous mettons en œuvre à l'Assemblée nationale, c'est un projet de révolution citoyenne. C'est-à-dire de révolution par les urnes, c'est-à-dire l'idée qu'il faut remporter les élections pour pouvoir permettre de transformer en profondeur la société. Donc il n'y a pas de raison de ce point de vue-là qu'on change de point de vue par rapport à ça. Mais oui, nous n'avons pas honte de la Révolution française, de ses références, de ce que ça a apporté à l'histoire de notre pays. Et je crois que beaucoup de Françaises et de Français n'en ont pas honte non plus. La France insoumise réclame un débat à l'Assemblée nationale sur la politique de la France à l'égard de l'Ukraine. Pourquoi le voulez-vous ce débat? Qu'est-ce que vous voudriez dire à cette occasion? Précisément, quand nous avons répondu à cette question, c'est quand il a été évoqué la possibilité que la France livre des chars aux troupes ukrainiennes. Et nous avons dit que s'il devait y avoir une montée en puissance en termes de forces d'armement fournies par la France, et depuis on évoque les avions fournis par la France aux troupes ukrainiennes, il nous semblait la moindre des choses que l'Assemblée nationale puisse en débattre, puisque forcément ça voudrait dire qu'on changerait, si vous voulez, de statut. Mais si vous voulez en débattre, c'est que vous avez quelque chose à dire. D'abord parce vous le savez déjà, j'imagine. Non, mais d'abord parce qu'on voudrait disposer de l'ensemble des informations stratégiques que nous n'avons pas aujourd'hui. J'ai cru lire le ministre, M. Lecornu, dire lui-même, par exemple, si je prends cet exemple sur la question des chars, que livrer aujourd'hui des chars aux troupes ukrainiennes, non seulement c'est discutable en termes de principe, mais en plus ce serait totalement inefficace, puisqu'elles ne disposent pas des équipements, de la formation qui leur permettrait de les utiliser. Oui. Précisément, c'est ce type d'information qu'on pourrait avoir dans un débat public à l'Assemblée nationale. Mais justement, aujourd'hui, le président Zelensky, c'est ce qu'il a demandé au Premier ministre britannique, a demandé des avions. Et Emmanuel Macron a répondu à Bruxelles que on verra plus tard. Mais là, c'est pas non. Vous pensez quoi? Est-ce qu'il faut fournir... on monte en escalade, là? Non, moi, je suis, depuis le début, d'ailleurs, très dubitatif sur le fait, si vous voulez, qu'on continue à entretenir ce qui me semble être une illusion, c'est-à-dire que la sortie de la fin de la guerre en Ukraine passe par une solution militaire. Je pense que c'est une erreur de penser ça, pour une raison simple, c'est qu'en face, vous avez une puissance, la Russie, qui est une puissance nucléaire. Et je crains qu'on ne fasse pas perdre militairement une puissance nucléaire. Donc je pense que la question qui nous est posée, c'est quelle solution, quelle issue diplomatique, comment on reprend ou comment on ouvre enfin, je ne sais pas si on peut dire reprendre, la main sur des négociations. La diplomatie a disparu des radars. Justement, et c'est ce que je regrette. Un petit peu naïf de croire à la diplomatie. Vous préférez que la solution soit militaire, et comment vous allez faire? J'ai envie de vous dire, est-ce que vous préférez que l'Ukraine soit écrabouillée sous les chars de Je suis Poutine? Non, mais bien évidemment non, et c'est la raison pour laquelle... Et comment ils se défendent alors? Mais des armements défensifs, il me semble que la France en fournit déjà. Mais si on veut sortir de cette situation, il faut une solution diplomatique avec des conditions de sécurité pour les deux États, et c'est à ça que la France doit travailler de mon point de vue. Merci Manuel Bompard. Merci à vous. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe technique et merci à... Flore Simon et à Camille Néran. Merci pour avoir préparé cette émission et à toute l'équipe technique. Apprenez le français avec l'actualité internationale sur notre nouveau site. À l'écoute des RFI en direct de Paris, il est 17h, 16h, temps universel, l'heure de votre journal en français facile. Bonjour à toutes et à tous, au sommaire de cette édition, pour la défense du climat. Retrouvez le journal en français facile avec son nouvel outil de lecture simultanée de la transcription et accédez plus facilement